Il est 4h30 en temps universel, 5h30 à Kinshasa. Vous écoutez RFI. Magali Lagrange. Les Érythréens se souviennent aujourd'hui, il y a tout juste 15 ans, une purge sans précédent était menée par les autorités, des dizaines d'arrestations d'hommes politiques, d'intellectuels. Depuis, leurs proches attendent toujours des nouvelles, mais le pouvoir n'a jamais donné aucune information. Vous entendrez le témoignage d'un journaliste qui s'est caché pour ne pas être arrêté. En République démocratique du Congo, la commission électorale saisit la Cour constitutionnelle parce qu'elle ne pourra pas convoquer les électeurs dans les délais prévus par la Constitution. La date des élections n'est toujours pas fixée, même si les travaux sont terminés dans le cadre du dialogue national. L'opposition du Zimbabwe n'a pas pu manifester comme elle le souhaitait hier à Harare pour demander des réformes. La mobilisation avait été interdite par les autorités. La police était déployée. Des dizaines de personnes ont été interpellées. Et puis nous irons à Madagascar. Un nouveau scandale de détournement de fonds publics a éclaté. Des fonds de la radio-télévision publique auraient été transférés sur le compte d'un particulier. Nous sommes le dimanche 18 septembre. En Érythrée, c'est une date qui marque les esprits parce qu'il y a 15 ans, le 18 septembre 2001 et les jours qui ont suivi également, des dizaines de personnes ont été arrêtées, des responsables politiques, des journalistes aussi. En 15 ans, le régime érythréen n'a jamais donné aucune information sur les personnes arrêtées, ni sur leur lieu de détention, ni sur leur état de santé. Une purge sans précédent au moment où 15 réformistes du parti au pouvoir venait de dénoncer les dérives dictatoriales du président Isaias Afewerki, toujours au pouvoir aujourd'hui, dénoncé donc dans une lettre ouverte qui avait été publiée dans les journaux de la capitale, Asmara. À ce moment-là, le journaliste Semret Seyoum travaillait pour le plus gros tirage du pays, Setit. Il se souvient qu'il a dû se cacher en compagnie de son rédacteur en chef. Récit signé Léonard Vincent. Après avoir passé 3 mois caché dans Asmara, Semret Seyoum n'en tenait plus. Avec son rédacteur en chef, Aran Berhane, il a décidé de fuir le pays à pied vers le Soudan. Mais en passant la frontière en pleine nuit, il a été arrêté par une patrouille. Je suis resté en prison environ 1 an. Mes conditions de détention étaient très éprouvantes. J'étais à l'isolement, dans une cellule souterraine pendant plusieurs mois, dans la prison de Hadish Masker. Mes mains étaient constamment liées par des menottes. J'étais tout le temps pieds nus. La nourriture n'était pas suffisante. C'était de la torture psychologique. Et puis, après 1 an et 4 mois, Semret Seyoum est extrait de sa cellule et conduit au ministère de la Défense. Ils ne m'ont rien expliqué vraiment. Ils m'ont juste conduit au ministère. Là, ils m'ont dit que ma punition était terminée. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien demandé. Si j'avais posé une question, ils auraient trouvé une nouvelle forme de punition. Peut-être qu'ils m'auraient renvoyé en prison. C'était très dur, très angoissant. C'est incroyablement difficile et je ne trouve pas les mots pour décrire cette expérience. Aujourd'hui, Semret Seyoum vit en exil au Canada, où il dit être toujours menacé et insulté par les partisans du régime érythréen. À Antibalaka contre ex-Seleka, des combats ont éclaté en Centrafrique vendredi soir. Ils se sont déroulés à Ndomete, puis à Kagabandoro, dans le centre du pays. Le porte-parole de la MINUSCA explique que les casques bleus sont intervenus dans les 2 cas. Il dénonce les violences contre la population et contre également le personnel humanitaire. Ces violences ont fait entre 2 et 10 morts. Certains blessés ont dû être évacués vers Bangui pour y être soignés. Il y aurait également eu des pillages. En République démocratique du Congo, les travaux de toutes les commissions sont finis dans le cadre du dialogue politique, mais il reste toutefois un point crucial qui n'a toujours pas été tranché, la date des élections qui doivent être organisées, à savoir la présidentielle, les législatives et les élections locales. Pour tenir les délais fixés par la Constitution, il aurait fallu convoquer le corps électoral dans les prochains jours, en début de semaine prochaine. C'est impossible pour la commission électorale. La CENI a donc saisi la Cour constitutionnelle hier, son président Corneille Nangaa. Il faut dire que la plénière de la CENI est venue ce matin à la Cour constitutionnelle à la suite de la plénière qu'elle vient de tenir. La plénière venait d'évaluer, d'examiner plus ou moins les questions électorales et la situation politique telle qu'on la constate aujourd'hui. La plénière a donc
observé et noté que dans son calendrier global, publié en février 2015, il était prévu la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle le 20 septembre. Il s'est fait entre-temps que la plénière a constaté qu'elle est en train de constituer justement l'électorat avec la révision du fichier électoral. Ce travail étant en cours, la plénière s'est vue devant cette impasse et s'est référée à la haute cour quant à ce. Le président de la CENI en RDC, Corneille Nangaa. Cette démarche de la CENI de saisir la Cour constitutionnelle a bien évidemment été suivie de près, notamment par les acteurs politiques, les participants au dialogue national. On s'interroge déjà sur la position que les juges de la Cour constitutionnelle pourraient adopter. Maître Sylvain Loumou de la Ligue des électeurs et expert de la CENCO, la conférence épiscopale. Le problème, c'est que maintenant, la Cour constitutionnelle est mise à rude épreuve face à une réalité. C'est que la première fois que le juge constitutionnel a été sollicité sur la même question, il y avait un certain bon nombre de conditions qui avaient été posées en termes de jurisprudence. La première fois, la CENI tentait de démontrer la difficulté en termes de force majeure. C'est-à-dire qu'elle était en train de poser un certain bon nombre de devoirs et elle s'est retrouvée en difficulté de poursuivre si elle ne prend pas en compte certaines contingences. Ici, elle n'a même pas convoqué le corps électoral. Nous sommes dans une phase grise où le processus électoral est absolument dans la phase d'enrôlement des électeurs. Et puis la Cour est saisie comme s'il n'y avait rien qui était prévu ou prévenu en son temps. Il y avait des missions d'observation électorale et bien nombre d'experts qui attiraient l'attention sur les différents acteurs et non pas seulement la CENI sur cette question. Maître Sylvain Loumou, des propos recueillis à Kinshasa par Kamanda Wakamanda Muzembe. Le rassemblement de l'opposition congolaise appelle à manifester demain pour exiger la convocation justement du corps électoral dans les délais. La manifestation est autorisée à Kinshasa, mais avec quelques modifications sur le parcours. Les participants ne pourront pas passer par le quartier de la Gombe. Il ne pourra pas y avoir de sit-in devant la commission électorale. Seule une délégation restreinte pourra y déposer un mémorandum. Et puis, par ailleurs, 73 militants de l'UDPS et de l'UNAFEC, deux partis d'opposition à RDC, devaient comparaître à partir d'hier soir en procédure accélérée devant la justice. Ils ont été interpellés avant-hier à Lubumbashi après des heurts avec la police. Ils sont soupçonnés, selon leur avocat, de participation criminelle, rébellion, coups et blessures. Les autorités les accusent de s'être barricadés, livrés à des pillages. Eux affirment avoir été provoqués par la police qui aurait voulu les empêcher de se rassembler pour évoquer la mobilisation de l'opposition demain. RFI à Libreville, 104 FM. À Libreville, au Gabon, où il est maintenant 5h38, les églises gabonaises se mobilisent dans le contexte de crise post-électorale que traverse leur pays. Dans un message à la nation, hier, les églises catholiques et évangéliques appellent les Gabonais, et plus particulièrement les responsables politiques du pouvoir comme de l'opposition, à se ressaisir et à respecter la vérité des urnes. Elles promettent de jouer un rôle d'apaisement dans cette crise qui a commencé il y a plus de 2 semaines après la proclamation de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle, avec une très courte avance sur son principal opposant Jean Ping. Des violences ont éclaté aussi le jour de l'annonce des résultats provisoires, et depuis, certains à Libreville sont toujours sans nouvelles d'un proche et continuent leurs recherches. Reportage Karine Franck. Après 13 jours de recherche et d'espoir, c'est à la morgue Gabosep que David vient de retrouver son petit frère qui était enregistré sous X. Je l'ai cherché dans toutes les brigades de gendarmerie, j'étais à la police, j'étais au CEDOC, j'étais à la DGR, mais 1 semaine et 2 jours après, c'est un voisin qui a perdu son petit frère aussi. En allant à la morgue, il a aperçu d'autres corps qui étaient entassés. Et dans les corps qui étaient entassés, il a reconnu le visage de mon petit frère. Il lui a encore fallu attendre plusieurs jours avant d'avoir l'autorisation de pénétrer dans la morgue pour identifier le corps. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que mon petit frère, il souffrait de troubles psychologiques. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas partisan de Jean Ping, il n'est pas allé voter, il n'allait pas dans les meetings. C'est quelqu'un qui souffrait d'une maladie psychologique, en fait. Le 31, le jour des affrontements, moi je l'ai vu, il était au quartier, il ne cassait pas, il ne faisait rien, il se baladait avec sa Bible et son chapelet. Jusqu'en soirée, nous l'avons vu, où il est rentré aller dormir, dans la maison familiale. Mais au matin, nous avons remarqué sa disparition. Aujourd'hui, David ne comprend toujours pas ce qui a bien pu se passer. Et quand je l'ai vu,
Il a été touché par balle au niveau du sein gauche. C'est une image que je ne pourrai jamais oublier de ma vie. Dans ma tête, dans ma conscience, disons. Je ne pourrai jamais l'oublier. Richard Rifonneau, Karine Franck, Libreville, RFI. La police avait été déployée en masse hier à Harare, la capitale du Zimbabwe. Les opposants au régime du président Robert Mugabe avaient appelé à manifester pour réclamer des réformes, malgré l'interdiction formulée par les autorités. Un mouvement qui a été réprimé dans la capitale. Une centaine de manifestants ont été interpellés, d'autres ont été frappés par la police, selon Promise Mkwana, porte-parole de Tajamuka, l'une des principales organisations du mouvement de protestation. La police est tombée sur les manifestants et a commencé à les frapper, à les arrêter. Nous sommes très préoccupés par la défiance continue de la police vis-à-vis de la loi et la constitution du pays. Et les juges de la Haute Cour de justice sont très clairs en ce qui concerne le droit à manifester pacifiquement. Or, il est très clair que nos manifestations sont tout à fait pacifiques. Et les policiers n'ont pas le droit d'interdire ni de stopper ces manifestations. Donc ces manifestations continueront jusqu'à ce que le président Mugabe cède sur les points les plus importants. Cela veut dire une réforme électorale, une réforme économique et une réforme politique. Cela implique aussi qu'il se conforme à la nouvelle constitution. Des propos recueillis par David Bachet. Situation toujours tendue hier dans le nord du Mali après les affrontements qui ont opposé la veille des hommes du Gatia à des hommes de la CMA, deux groupes signataires de l'accord de paix d'Alger. Ces combats se sont déroulés à 85 km de Kidal. Ils ont fait une dizaine de morts. De nouveaux soupçons de détournement de fonds publics à Madagascar. Les médias pointent du doigt le directeur de cabinet du ministère de la Communication. Ce sont des recettes publicitaires de la radio-télévision public, l'ORTM, qui aurait été versé sur le compte d'un particulier au lieu d'atterrir dans les caisses du Trésor public. Ces accusations ont conduit le bureau anticorruption, le Bianco, à ouvrir une enquête, Sarah Teto. Fin août dernier, un quotidien malgache d'opposition révèle une affaire de malversation financière au sein des médias radio-télévisés d'État. 3,4 millions d'ariars correspondant à des recettes publicitaires auraient été détournés. Nivou Ratiarisson, le directeur de cabinet du ministère de la Communication, est suspecté d'avoir encaissé personnellement cette somme. Suite à ces informations, le Bianco, l'organe de lutte anticorruption à Madagascar, ordonne l'ouverture d'une enquête. Selon Benjamin Ratovousson, le directeur territorial du Bianco en charge du dossier, les investigations menées depuis un mois paraissent confirmer les faits rapportés par voie de presse. Une source proche de l'enquête parle d'un système organisé dont le montant des sommes détournées pourrait excéder les sommes annoncées. Pour l'heure, 6 personnes sont suspectées d'avoir un lien avec l'affaire. Le Bianco espère transmettre le dossier à la justice dès cette fin de semaine. À la radio et télévision nationale malgache, cette affaire est sur toutes les lèvres, mais beaucoup doutent des réelles poursuites qui seront menées contre les instigateurs de ce détournement de fonds publics. Le mois dernier, c'est le Premier ministre qui était cité dans une affaire de détournement d'argent. Il avait alors promis à notre micro d'apporter sous 3 jours les preuves de son innocence. Après de multiples relances, cette promesse n'a jamais été honorée. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Il a été reçu hier matin par le président Azali Assoumani. Un député français est en visite de courtoisie aux Comores. Daniel Goldberg, député de la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis en région parisienne. Il est aussi président de l'amicale France-Comores à l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges, le rôle de la diaspora comorienne de France dans le secteur privé et dans la classe politique. Les précisions d'Anzizam Shankama. Ce sera le mandat où l'élite comorienne pourra exprimer ses compétences et les mettre au service du pays. Le président Azali Assoumani le disait en campagne et l'a répété depuis son élection. C'est donc tout naturellement que le chef de l'État a accepté de recevoir, hors agenda officiel, le député Daniel Goldberg. De plus en plus de Français d'origine comorienne sont des élus de la République française. Qui mieux que des élus français ayant les Comores comme terre de naissance ou de naissance de leurs parents pour encadrer les projets de coopération. Avec la décentralisation des pouvoirs, des communes françaises comme Dunkerque ou Saint-Denis travaillent déjà en jumelage avec certaines communes de Grande Comore. Dans certaines villes de France, la diaspora comorienne représente un véritable enjeu électoral, mais l'objectif désormais est d'étendre ce type de fonctionnement. Le président Azali espère rassembler les membres qualifiés du secteur privé issus de la diaspora afin de les motiver à investir ainsi qu'à encourager les investissements de partenaires aux Comores. La rencontre avec ceux que le président appelle l'élite de la diaspora sera un point essentiel de sa visite officielle en France du 4 au 8 octobre prochain. Anzizam Shangama, Moroni, RFI.
À Paris, il est maintenant 6h45. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. À suivre le journal des sports. Ce matin, c'est Hugo Moissonnier qui viendra nous rejoindre en studio. Ce sera dans 5 minutes. Nous irons aussi au cinéma à la rencontre de l'actrice française Sophie Marceau. Elle est à l'affiche du film La Taularde, sorti cette semaine en France. L'histoire d'une enseignante qui se retrouve en prison pour avoir aidé son mari à s'évader. L'un des meilleurs rôles de Sophie Marceau au cinéma, nous dira Sébastien Gédor. Mais avant tout ça, on retrouve l'invité de la rédaction. Les économistes tunisiens appellent à la mobilisation internationale pour soutenir l'économie de la Tunisie qui tourne actuellement au ralenti. Ils ont lancé leur appel cette semaine à Paris. Parmi les personnalités qui étaient présentes, la présidente de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le patronat tunisien, Ouided Bouchamaoui. Elle faisait partie l'an dernier du quartet tunisien qui a reçu le Nobel de la paix pour ses efforts en faveur de la transition démocratique. Ce week-end, elle est toujours en France. Elle participe au Forum de l'économie positive au Havre. Elle est l'invitée d'Anthony Latier. Bonjour Ouided Bouchamaoui. Bonjour, merci à vous. Vous participez au Forum de l'économie positive avec des personnalités du monde entier. Vous êtes positif concernant l'économie tunisienne, un peu plus de 5 ans après la Révolution? Disons que je suis optimiste. Positive, oui, parce qu'aussi il faut qu'on soit fort. Et la vie continue malgré tout ce qui s'est passé. Les Tunisiens continuent à se battre pour élaborer une stratégie claire et nette dans le pays. Le Fonds monétaire international, lui, parle d'activité économique anémique, dit-il, avec un taux de chômage très fort. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne s'est pas trop occupé de l'économie parce qu'il fallait construire et instaurer les institutions dans le pays. Il s'avère que la communauté internationale n'a pas mis son poids pour aider la Tunisie. C'est pour ça qu'il y a eu cet appel pour aider et soutenir la Tunisie. Vous estimez que la communauté internationale n'a pas fait son travail depuis la Révolution, en tout cas n'a pas suffisamment accompagné l'économie tunisienne? Pas assez. Pas assez. Elle était présente, elle a beaucoup salué ce qui a été fait en Tunisie, mais réellement sur le plan pratique, sur le plan économie, beaucoup de choses restent à faire. Et la Tunisie a besoin beaucoup plus. Tout d'abord, il faut que la communauté internationale trouve une solution pacifique à la Libye. Comme elle a eu cette idée d'aller en Libye, il faut qu'elle trouve une solution pacifique et à l'amiable pour vraiment résoudre le problème, une grande partie des problèmes de la Tunisie. Et pour vous, d'un point de vue économique, la Libye, ce sont aussi des débouchés économiques pour les entreprises tunisiennes. Mais bien sûr. Qu'ils ne trouvent pas actuellement. Il y avait auparavant, avant la révolution en Libye, il y avait 100 000 Tunisiens qui vivaient en Libye, travaillaient en Libye. Il y avait des centaines d'entreprises tunisiennes qui exportaient vers la Libye. Vous savez, tous les produits agroalimentaires, la santé, beaucoup de Libyens qui venaient se soigner en Tunisie. Donc, il y avait cet échange, moi je dirais, très prospère entre la Tunisie et la Libye. Aujourd'hui, nous sommes affectés. La Tunisie a besoin d'un soutien aussi bien de ses voisins que le soutien international. Vous demandez un effort supplémentaire de la communauté internationale. Au mois de mai, le FMI, le Fonds monétaire international, a accordé un prêt de près de 3 milliards de dollars à la Tunisie. C'est insuffisant? Vous savez, la Tunisie a besoin de beaucoup plus parce que nous avons besoin de rétablir cet équilibre entre les régions intérieures et les régions extérieures. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui doivent être faits. Et il y a aussi, bien sûr, la mise à niveau de certains secteurs. La Tunisie a besoin de 60 milliards de dinars sur 5 ans. C'est pour ça, nous, on se mobilise avec l'appel au soutien de la Tunisie pour dire que aujourd'hui, la réussite du processus en Tunisie est directement lié à l'essor économique du pays. Remettre les Tunisiens et les Tunisiennes au travail, c'est justement l'un de vos credos depuis que vous êtes à la tête du patronat tunisien. Qu'est-ce que les patrons que vous représentez ont fait pour cela? Vous savez, le secteur privé tunisien reste toujours le premier employeur en Tunisie. Nous, en valeur absolue, les investissements du secteur privé n'ont pas baissé depuis 2010. Mais ça reste toujours en dessous des attentes des Tunisiens. Depuis la Révolution, ils n'ont pas baissé. Ils n'ont pas baissé en valeur absolue, bien sûr, mais ils ont baissé de 20% du PIB. Bon, bien sûr, il faut tenir en compte les considérations sécuritaires et les considérations, bien sûr, globales. Toutefois,
c'est notre devoir aujourd'hui d'investir beaucoup plus, d'être présent dans notre région, accompagné par le gouvernement parce qu'il y a des projets d'infrastructure qui doivent être réalisés dans les zones pour que les gens investissent. Nous avons besoin de prendre le risque parce que le secteur public est incapable de résorber tous ces chômeurs et nous aussi, nous sommes là pour aider. Juste pour ouvrir une petite parenthèse, pour dire que 80% des entreprises en Tunisie, ce sont des petites et moyennes entreprises. Près de 5 ans et demi après la Révolution, est-ce que vous estimez que la démocratie aujourd'hui en Tunisie bénéficie d'une assise solide au sein de la population tunisienne, que vraiment c'est un acquis de la Révolution sur lequel on ne reviendra pas ? Bien sûr. Ah, c'est certain. Ah oui, oui. Vous savez, ça n'a pas été facile pour nous, mais aujourd'hui, nous sommes un vrai pays démocratique. En plus, nous avons aussi la société civile qui est très importante, qui a un rôle très important en Tunisie. Elle sera là pour sauvegarder et préserver cette jeune démocratie. Nous avons savouré cette liberté de presse, d'expression. Je suis plus que convaincu que ce sera de l'impossible de revenir en arrière. Merci Ouidad Bouchamaoui. Merci. Elle répondait à Anthony Latier. RFI, l'actualité internationale, Magali Lagrange. Une explosion à New York hier soir dans le quartier de Chelsea, une forte détonation qui a pulvérisé les vitres de plusieurs voitures. Selon des témoins, les pompiers parlent de 29 blessés, dont un dans un état grave. L'explosion provenait d'une poubelle. Le maire de New York affirme qu'il n'existe aucune preuve de lien terroriste à ce stade, même si on sait maintenant qu'il s'agit d'une explosion intentionnelle. Une bavure de la coalition internationale en Syrie qui ravive les tensions entre la Russie et les États-Unis. Des avions américains ont bombardé hier, par erreur, des unités de l'armée syrienne dans le nord-est, pensant qu'il s'agissait de positions du groupe État islamique. La Russie, alliée du régime syrien, évoque 62 morts et a convoqué en urgence une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie, on vote aujourd'hui, élection législative. Le parti qui soutient le président Vladimir Poutine devrait l'emporter largement et sans surprise. Les sports, on en parle, nous, largement dans quelques secondes. Un mot de tennis déjà. L'équipe de France au pied du mur à Zadar en Croatie en demi-finale de la Coupe Davis. Les Français ont perdu le double hier. Ils sont menés 2-1 par les Croates avant les 2 derniers simples aujourd'hui. Et journal des sports complet à présent avec Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo. Bonjour Magali, bonjour à tous. Du football au programme, bonne opération pour le tout-puissant Mazembe en Coupe de la Confédération. Le club congolais qui repart de Sousse avec un bon match nul face à l'Étoile du Sahel dans ses bagages. Score final 1-1 à l'occasion de la première demi-finale allée de la Coupe de la Confédération. Le club tunisien, tenant du titre, domine le début de rencontre et ouvre la marque sur coup franc direct à la 20e grâce à Hamza Lamar. Le ballon est dévié et Robert Kidiaba, le portier des Corbeaux, est loin d'être impérial sur le coup. Mais en début de seconde période, le TP Mazembe égalise grâce à son avant-centre ivoirien Roger Assalé, décalé sur la droite. Il sollicite un 1-2 avec Merveille Bopé, puis trompe Matlouti, le portier tunisien, d'une frappe à ras de terre, pourtant peu dangereuse à première vue. Les Congolais se procurent d'autres occasions. Les Tunisiens peinent à se montrer, notamment en seconde période, mais le score en reste là, 1-1. Et beaucoup de choses à revoir du côté de l'Étoile du Sahel, nous dit l'entraîneur adjoint du club, Montassar Louichi. Il faut être au top, il faut être bon sur tous les niveaux, il faut que les joueurs soient dans un bon jour. Aujourd'hui, malheureusement, il y a 3-4 éléments qui n'étaient pas dans un bon jour, ça peut arriver. On n'a pas su mettre en place notre jeu, qui est un jeu basé sur la conservation, sur la maîtrise. On n'a pas réussi à mettre nos attaquants dans des meilleures conditions, on n'a pas réussi à mettre de la vitesse devant sur les 30 derniers mètres. Même quand on n'est pas bon, il faut bonifier les temps forts. 30 premières minutes, on a dû mettre 1-2 buts. Peut-être que le match aurait été différent. On l'a pas fait. On s'est exposé au contre de TP Mazembe. C'est normal quand vous jouez haut, quand vous jouez dans la moitié terrain de l'adversaire, vous laissez des espaces. Il y a des joueurs rapides en face. C'est normal qu'ils vont trouver des opportunités et des occasions. C'est l'équipe qui a gagné la Champions League l'année dernière. Il faut pas l'oublier. Des propos recueillis par Farouk Katou, l'autre demi-finale allée de cette Coupe de la Confédération 2016. Elle est à suivre ce soir. Les Algériens de Béjaïa reçoivent les Marocains du FUS de Rabat. Coup d'envoi 21h, temps universel. La Ligue des Champions à présent, suite là aussi des demi-finales allées. Courte victoire des Zambiens du Zesco United hier. Succès 2-1 face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Les Zambiens prennent l'avantage aux 54e et 57e minutes par l'intermédiaire de Jackson Mwanza et de Mwelwa
fois Mapé. Mais le milieu offensif zimbabwéen Kama Billiat réduit la marque pour les visiteurs à 4 minutes de la fin du match. Un but inscrit à l'extérieur qui comptera double en cas d'égalité entre les deux équipes à l'issue des deux rencontres. On rappelle que dans l'autre match, le carton du Zamalek face aux Marocains du Wydad Casablanca. Résultat, le WAC se sépare de son entraîneur, le Gallois John Toshak, arrivé en janvier 2014. Et pour être complet, les matchs retour de ces demi-finales de Coupe d'Afrique auront lieu le week-end prochain. La CAN des moins de 17 ans à présent est le tout dernier tour des éliminatoires. L'Angola, le Niger et la Guinée prennent une option sur la qualification à l'occasion de la première journée des matchs allés. Et c'est particulièrement vrai pour l'Angola qui s'impose 5-0 à Luanda face aux Comores. Courte victoire en revanche du Niger face au Gabon à Niamey, 1-0. On écoute la réaction du capitaine gabonais Bourobou Mombo au micro d'Ousmane Keita. Nous ne sommes pas attendus à cette défaite, mais bon, c'est le football. Nous sommes battus du mieux que nous avons pu. Tout n'est pas joué, il reste le match retour à Libreville. Nous espérons faire plus. Oui, on a vu des Panthères cadets qui jouaient la défensive. Oui. Nous sommes venus en bloc jouer défensif pour essayer de ne pas encaisser un maximum de buts. Mais la qualification est possible. 1-0, c'est quand même un score que nous pouvons rattraper. Bon, nous avons eu une bonne équipe, très tactiquement, point physiquement, et qui a développé un bon football. Ouais, c'est une très bonne équipe. Enfin, victoire 1-0 de la Guinée au Sénégal. Les dernières rencontres allées à suivre ce dimanche. Merci Hugo Moissonnier. Toute l'actualité sportive, c'est aussi sur internet www.rfi.fr. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. Les carburants vendus en Afrique ont une teneur en soufre jusqu'à 1000 fois plus élevée qu'en Europe. Voilà ce qui ressort d'une enquête menée par Public Eye. Cette ONG suisse demande aux États concernés de durcir leur législation. Que vous inspire ce scandale ? Nous lançons le débat. 33 9 693 693 70. Juan Gomez, avec vous au téléphone lundi, à partir de 8h10 TU. RFI. On part à la rencontre de l'une des actrices françaises les plus populaires, Sophie Marceau, de retour au cinéma dans un film qui est sorti cette semaine en France. Pas de comédie, un film noir signé Audrey Estrogo, La Taularde, dans laquelle l'actrice incarne une enseignante qui se retrouve derrière les barreaux. Sébastien Gédor. Profession ? Prof. Intellectuel, ça change. Si Mathilde Leroy, enseignante, devient une taularde, c'est parce qu'elle a aidé son mari à s'évader. Un scénario inspiré d'un fait divers réel, une histoire d'amour pour Sophie Marceau qui incarne Mathilde Leroy. Dans cet acte, il y a quelque chose de très romantique, de très cinématographique, de très jeune, de très fou. Comme point de départ, c'est dingue comme histoire. Et ensuite pour rentrer dans une réalité qui, elle, petit à petit va prendre le dessus, jusqu'à vraiment anéantir cette personne. Et donc partir de ce truc un peu fou, dément, suicidaire, je sais pas comment dire, et en gardant quand même une dimension comme ça que chaque personnage, et Mathilde encore plus, il y a un destin, il y a une vie, il y a une histoire, voilà, il y a beaucoup de choses à raconter, quoi. C'est vrai ce qu'on dit ? Tu t'es sacrifié pour qu'il puisse s'échapper ? Dès les premières images, Sophie Marceau, aussi grise que les murs de la prison, est dépouillée de son identité. Mise à nu, fouillée, son personnage de Mathilde Leroy devient le numéro d'écrou 383205B. Une première scène cruciale pour la réalisatrice Audrey Estrogo. Le point de départ pour un taulard ou une taularde, c'est de passer par cette phase de déshabillage, de retrait d'identité, d'attribution de numéro d'écrou, et après, bon courage, quoi. La vie en prison commence. Et après, effectivement, on a gagné. Si le public, après cette première séquence, ne voit plus Sophie Marceau, mais il voit Mathilde Leroy. Tu vas voir ce qu'on va faire si on t'attrape. Violence, arbitraire, sexe. Pour préparer la taularde, Audrey Estrogo a animé un atelier d'écriture à la prison de Fleury-Mérogis et fait appel à d'anciennes détenues. Le résultat est extrêmement crédible. Personne ne peut plus douter que Sophie Marceau se retrouve en prison. Moi, je vous dis qu'il y a des gens très très bien qui peuvent être en prison, hein. Donc, je veux dire, il n'y a pas un faciès particulier ou un genre particulier pour aller en prison. Même si c'est souvent des gens qui sont pas très privilégiés au départ et qui, quand même, ont des destins déjà mal barrés dès le départ, on va dire. Mais la prison, elle est a priori faite pour tous ceux qui ont commis un délit ou qui, voilà. Donc, vous trouvez des choses incroyables en prison. Même Sophie Marceau. Dans l'enfer carcéral de la taularde, Sophie Marceau trouve l'un de ses meilleurs rôles.
Un sujet signé Sébastien Gédor. Dans quelques secondes, c'est l'actualité internationale qui revient sur RFI. Un nouveau journal à suivre. Très bonne journée à tous.